T'as quelques minutes? Ouais, vas-y. Alors, comment tu vois la journée là? Parce que vous avez commencé par... Tu voulais commencer par François, comment ça s'est passé? Bah écoute, comme tu peux le constater par rapport à d'autres mobilisations médias que tu as couvert, il y a du monde aujourd'hui, Oui. c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est toujours bon enfant, toujours avec le même état d'esprit. Sans violence. Voilà. Un bon discours de Xavier Azalbert sur les invalides. Pour pouvoir introduire un petit peu la question de la liberté de la presse et des difficultés que justement les médias libres subissent, et notamment François. Donc, des gens qui ont applaudi d'ailleurs François aussi, ça, je sais pas si tu as filmé ce moment-là. Je pense. Mais bon voilà, c'est parti sur quelque chose de plutôt positif pour une fois, parce que c'est vrai que d'habitude on est dans la... Ouais, parce que ça commence avec un soutien pour eux. C'est ça. Habituellement on est déjà à l'attaque, on va dire. Parce qu'habituellement vous n'êtes pas dans un soutien, vous êtes dans une dénonciation. C'est ça. Et là pour le coup c'est même peut-être quelque chose à renouveler, démarrer par des institutions, des gens qui font bien le boulot, aller les soutenir au départ et puis ou à l'arrivée et puis ensuite être avoir une plus prise de offensif. parole aussi importante dès le départ. C'est ça. Donc ça se passe plutôt bien. Le nombre qui est avec nous et un collectif notamment qui est venu se greffer, qui est Réinfo. Oui. Donc ça rajoute du monde et on est en bonne entente avec des bonnes relations courtoises. Oui. Donc ça se passe très bien. Là en fait du coup on avance vers le monde. Bon là je te parle de militantisme pur finalement par rapport à un cortège quoi. Ouais. C'est même pas l'intellectuel ou du politique, mais j'ai plutôt l'habitude de pratiquer le problème de la gestion des cortèges. Donc négocier avec la préfecture pour que ça avance comme on le souhaite, avec une déviation finalement de notre itinéraire pour arriver au bout. Parce que le premier cortège qui était devant nous... Il était pas très loin. Ouais, il est pas très loin et c'est quand même en mode pugilat avec les flics quoi. Ah, ils sont où là? Ils sont pas très loin alors. Ils sont à D'après côté. ce que j'ai compris, ils sont pas très loin, ils sont un peu en amont, mais on change de boulevard par rapport à eux parce qu'en fait la préfecture, nous en fait ce qu'on avait déclaré c'était un cortège qui nous faisait partir des Invalides, Oui. qui nous faisait passer par le centre de Paris pour nous faire arrêter devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, devant Sciences Po aussi, pour arriver au Monde, donc près de la gare d'Austerlitz. Non seulement on serait déjà arrivé si on avait pris cet itinéraire-là, mais en plus on aurait pu spotter des endroits plus intéressants aussi. C'est ça. Bon, la préfecture nous a rembarrés. Déjà, ils étaient même pas d'accord au départ pour qu'on ait les invalides. D'accord. Ouais, François quoi. Voilà. 34 rue Faber. C'est ça, 38. Par Ça, 38. ouais. Donc ça a été compliqué, mais on a réussi à négocier quelque chose. Mais ils nous ont foutu exactement sur le même itinéraire qu'ils ont proposé aux gars qui se prétendent gilets jaunes. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que c'est des revendications frigo pour moi ne sont pas celles des gilets jaunes. Oui. Et puis même la logique de confrontation avec les flics, pour moi, ça n'est pas celle des gilets jaunes. Mais bon, ça se discute. Toujours est-il qu'ils nous ont foutu exactement sur leur même itinéraire. Oui, voilà, parce qu'il y a quelque part entre la place de Breteuil et le 38 rue Faber, c'est dans l'alignement quoi. C'est ça, et puis surtout on remonte par Denfert-Rochereau et la place d'Italie. Oui. Et ils ont proposé exactement le même itinéraire aux gars pour les faire arriver à Bercy. Nous on arrive juste à côté de Bercy, on n'a qu'un pont à traverser pour y être. Ouais. Donc on s'est posé des questions, on s'est dit est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est de la bêtise? Bon, je sais pas, c'est peut-être entre les deux. Mais toujours est-il que là on va au bout, puisqu'à un moment ils voulaient nous faire arrêter à Place d'Italie du fait des problèmes qu'ils ont avec les autres devant. Là c'est jusqu'à 19h, il y a encore le temps pour arriver au Ouais, monde. ça va être Au bout de la rue, compliqué Austerlitz, à d'avoir. droite, Par contre, le monde. ce qui m'emmerde, c'est que ils nous ont mis un itinéraire qui est tellement long que pour avoir ne serait-ce qu'une demi-heure à gratter avant l'heure de dispersion et C'est compliqué. Ouais. voilà, faire des prises de parole, ça va être compliqué quoi. Donc c'est aussi ça qui m'agace. Ça vous êtes pris par le temps parce qu'il y a une déclaration jusqu'à 19h. C'est ça. Et c'est dans 40 minutes quoi. Exactement. Donc c'est chaud, mais je pense qu'on va arriver quand même à Austerlitz malgré tout. Ouais. Mais parce que la préfecture, c'est pas géré quoi. La préfecture, c'est absolument pas géré. Ouais. Et en fait, ça c'est la réalité. Ils savent pas gérer ou ils ont fait exprès de pas savoir gérer? Oh, je pense qu'ils ont. C'était. laissent traîner un peu. Ouais, ils ont fait de la merde à dessein quand même. Ouais. Parce que c'est pas le gars avec qui je suis en relation avec la préfecture qui veut ça. Et au contraire, elle essaie de nous arranger la vie. C'est plutôt c'est sa hiérarchie qui a fait de la merde. Ouais. Donc c'est un peu pénible. Et puis c'est là, encore une fois, je parle pas politique ou de nos revendications de point de vue, mais c'est peut-être pas très intéressant pour les gens. Mais la réalité C'est des important, ouais. On bah, voit un voilà. peu que t'es pas responsable forcément, même si t'es déclarant.
en rapport avec les horaires et le parcours, quoi. T'es pas responsable de tout. C'est ça, et puis on essaie de faire au mieux, on essaye, puis il y a tout le boulot de fond aussi, parce que en fait une mobilisation, qu'elle soit importante ou non, c'est toujours la même chose. Au-delà des déclarations administratives, il y a le fait d'envoyer des communiqués de presse, le fait d'aller chercher des acteurs, des influenceurs pour pouvoir faire la promotion de l'événement, d'attirer des gens. Donc ça, c'est un travail de fond qui est assez invisible. Oui. Il y a ensuite, quand moi, je sais pas si tu as fait gaffe, mais j'ai pas arrêté d'aller d'avant en arrière. J'ai vu ça, ouais. Voilà, calmer les mecs un peu virulents pour que ce soit... un peu, Voilà. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'une mobilisation se passe globalement bien. Ouais. C'est quand justement les organisateurs, et c'est pour ça que j'invite les gens quand ils veulent aller à une manifestation, qui s'intéressent aux organisateurs. Oui. Pour savoir quelle est leur démarche. Est-ce que leur démarche est de sécuriser les gens en premier lieu, s'assurer qu'il n'y ait pas de fouteurs de merde, de gens comme ça qui viennent polluer le cortège. Et ensuite, est-ce que c'est un spot stratégique? Est-ce que c'est une institution? Est-ce qu'on va au-devant des députés? Est-ce qu'on va au-devant du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'on va au-devant d'un grand média de collaboration? Avoir aussi cette logique-là, d'être un peu tactique, de se dire si c'est pour aller sur la place de la République et effrayer les pigeons, ça n'a pas tellement de sens. Ce qu'il faut, c'est effrayer l'oligarchie. C'est quand même le point de départ. Ça sert à ça, une masse. Oui. C'est effrayer les intérêts dominants, là où ils sont. Donc avoir cette deuxième logique de travail. Et la troisième logique de travail, c'est vraiment la sécurité. Vraiment se dire, les fouteurs de merde, les gens qui viennent nous casser les couilles, il faut les exfiltrer, il faut les renvoyer chier, il faut leur dire non, on ne va pas se confronter avec les keufs. C'est pas eux notre problème, c'est pas eux qui décident des lois, c'est pas eux qui nous manipulent. Ils ne font qu'obéir à des ordres. Et c'est hors de question de se retrouver dans des pugilats avec eux, ça va démoraliser tout le monde. Et moi je peux dire que comme je viens de la province fondamentalement, beaucoup de gilets jaunes qui venaient de la province ont arrêté de participer aux gilets jaunes à cause de ça, à cause des violences avec la marée chaussée. En plus ils font du trajet pour venir à Paris, c'est ça. Pour se faire démonter en arrivant. C'est ça, ça les a démoralisés, je comprends. Et c'est pour ça que les gens qui viennent troller, qui veulent absolument nous faire entrer dans des confrontations avec la police ou la gendarmerie, sont en fait des casseurs de manifs. Parce qu'ils savent très bien qu'au bout du bout, les gens qui n'étaient pas du tout dans cette volonté-là, qui voulaient juste manifester paisiblement, mais avec radicalité contre le pouvoir, sont démoralisés eux-mêmes. Ouais. Parce qu'ils se disent j'en ai marre de renifler des gars, j'en ai marre de prendre des coups de bâton. Ouais. Si on a souvent parlé de répression, mais il y a aussi tu me parles de ces personnes-là qui vont à l'affrontement et... C'est ça, mais sans prise de responsabilité vis-à-vis des autres. Ouais. Moi je sais pas, mais logiquement tout le monde devrait se sentir responsable de chacun. Pour moi c'est une démarche éthique très importante dans ce que l'on fait. Parce que y a un phénomène qui est bien connu avec le phénomène des foules, c'est qu'on est un petit peu désinhibé, on a tendance à se laisser aller. Et parfois aller voir son camarade qui part un peu en vrille et lui dire écoute calme-toi parce que tu mets en danger tout le monde, c'est quelque part être soi-même un peu dans l'organisation, soi-même un peu dans la responsabilisation. On contribue à la sécurité de tous. C'est ça qui compte. Et je déplore que certains ne le comprennent pas, que malheureusement certains radicaux n'arrivent pas à le comprendre. Moi je sais pas, il y avait deux personnes qui étaient assez virulentes tout à l'heure avec les gendarmes. J'ai été les voir directement et j'ai discuté avec ces gens-là. Et là ils sont cool. Ils sont cool. Donc il suffit pas grand-chose, juste discuter avec des gens qui sont un peu virulents de façon mal placée ou qui veulent vraiment aller au contact. Savoir leur dire non, détends-toi. C'est très facile. Donc voilà, mais pour le reste, ça se passe bien. On reste dans nos objectifs. Le mois prochain, on sera à nouveau devant les médias, certainement les grands médias audiovisuels habituels. Oui. On va peut-être refaire Radio France parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été devant chez eux. Donc on verra, on aura une réunion là-dessus. Et l'objectif est toujours le même, gagner en masse militante au fur et à mesure qu'on le fait parce qu'on se fait connaître. Si bien que lorsqu'on aura vraiment des milliers de personnes qui seront là à chaque fois, je dis bien à chaque fois, on pourra se permettre de dire, maintenant on le fait tous les jours, exprès, on revient tous les jours, et on fait un siège réel des grands médias de collaboration, parce qu'en fait il suffit simplement d'être plusieurs milliers devant une même institution où des journalistes collabos vont faire comme tout le monde, ils vont fumer leur clope, ils vont boire leur café en bas, et s'ils voient des milliers de gens qui leur semblent clairement hostiles, ils ont la trouille. Le premier jour, ils peuvent se foutre de notre gueule.
Le deuxième jour, ils revoient les mêmes milliers de personnes qui les aiment pas. Là, ils commencent à s'inquiéter. Le troisième jour, ils vont voir dardard leur direction. Ils leur disent, vous discutez avec ces gens, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'ai peur. Ouais. Parce que si ces gens-là rentrent dans nos locaux, je ne sais pas comment ça va se passer. Et c'est ça notre rapport de force. C'est notre capacité en fait à pouvoir obtenir ce que l'on veut de ces gens qui sont plutôt lâches, qui sont médiocres intellectuellement et qui ont peur, qui ont vraiment peur de nous. Donc j'invite tous les gens à comprendre ce que c'est que Vigimedia. Vigimedia, ça n'est pas un collectif qui veut apparaître à la télévision pour dire ce qu'il a à dire, on va dire, sur des considérations politiques qui seraient partagées ou non, mais c'est d'abord un collectif qui veut tout faire pour nous mettre dans un rapport de force avec les journalistes, pas avec les flics, avec les journalistes et en particulier du service public de l'information pour leur dire maintenant la propagande c'est terminé, nous allons reprendre le contrôle d'une de vos chaînes, une chaîne publique. Alors sur Radio France ça pourrait être France Inter, sur France Télévisions je sais pas, ça pourrait être France 2, France 3, n'importe laquelle, mais une chaîne qui soit dédiée au peuple où tous les gens qui sont censurés actuellement pourront enfin passer, où les citoyens qui diront voilà on veut entendre telle personne, invitez-la, et bien justement ces personnes seront invitées, où les citoyens eux-mêmes pourront venir expliquer leur point de vue sur ce qu'ils veulent, mais enfin qu'on ait quelque chose au moins pour nous lutter à la même échelle que les grands médias de masse. Je veux dire, si les médias alternatifs sont utiles, sont importants, d'ailleurs c'est grâce à eux qu'on existe et qu'on arrive à faire réseau, mais ils n'auront jamais la puissance de feu nécessaire pour pouvoir parler au peuple tout entier. Ils n'auront jamais ça. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ils n'ont pas suffisamment de soutien, ils n'ont pas la capacité à faire ça. Donc il nous faut un média de masse, un média qui soit légitime pour nous, donc un média public, qu'on paye avec nos impôts, qui ait une portée nationale, une envergure nationale, qui nous permette de pouvoir passer nos messages politiques à nous. C'est ça le projet, c'est en reprendre le contrôle. C'est pas nous coucher face à eux, c'est pas négocier avec eux, c'est leur faire suffisamment peur pour qu'ils se couchent. Voilà, je crois que j'ai à peu près résumé. Pour toi, tout ce qui se passe actuellement, ça peut se redresser en parlant aux Français, et il faut avoir un média important. Oui, parce que moi je vais dire par exemple... S'adresser à ces millions de personnes qui sont devant leur télévision. Moi je pense qu'en fait, la première chose que nous on aurait à dire, parce qu'on aura forcément... Il y aurait quand même 10-15 minutes moins d'antenne qu'on récupérait à un moment ou à un autre dans ce rapport de force-là. Donc il y aurait forcément aussi quelque chose à dire dans l'urgence. La première urgence et la première chose politique que l'on doit dire, c'est simplement que les gens qui nous gouvernent, leur bonne place est en prison. Que ce sont des traîtres, ça peut s'expliquer à la fois par des faits et des lois, et bien délégitimer ces gens-là, attaquer leur légitimité à gouverner, à nous représenter, en disant voilà, ce sont des truands, ce sont des mafieux, ce sont des traîtres, c'est tout ce que vous voulez, mais leur juste place est en prison. Le fait de le dire publiquement, ce qui est une parole interdite actuellement, il est hors de question de s'attaquer à notre oligarchie, de carrément dire il faudrait que ces gens-là soient en prison. Je pense que déjà ça retournerait beaucoup de choses. Si en plus on est capable d'ici là, parce que c'est quelque chose qu'il faudra construire à un moment ou à un autre, de dire aux Français, écoutez, nous on a un gouvernement provisoire prêt à l'emploi, avec des personnalités qui sont prêts à prendre la main, que vous aimez, que vous connaissez, en tout cas dans la dissidence pour le moins, qui sont compétents, qui peuvent assurer la relève. On est là pour destituer l'espèce de dingue là, qui se fait passer pour le président de la République, mais aussi le gouvernement, mais on ne va pas faire du vide. On est capable d'imposer donc pour le coup, si le président était destitué, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les règles constitutionnelles, le président du Sénat reprend la main. Ah oui, c'est ça. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est simplement en force de proposition, avoir quelque chose de positif à proposer de l'autre côté, de dire nous avons un gouvernement prêt à l'emploi, sous l'autorité de 3 mois du président du Sénat, le temps que des élections soient organisées, parce qu'il faut pas faire peur aux institutionnels. C'est se couper d'eux et c'est louper le coche d'une révolution que de demander des trucs complètement aberrants, de sortir du cadre constitutionnel, on va dire. Donc dire on reste dans les clous de la Constitution, on impose notre gouvernement de transition, un gouvernement qui va être de salut public, qui va nettoyer les écuries d'Augias, qui va assurer la purge, très clairement pour commencer, qui va nous faire sortir de l'UE, l'euro et l'OTAN, très rapidement, qui va nous faire arrêter les velléités guerrières avec la Russie et restaurer notre diplomatie, qui va faire des mesures d'urgence sur le plan social et sur le plan économique,
de nature à nous remettre dans les bons rails. Ça, on est capable de le faire. On a du personnel politique pour le faire. Et je ne parle pas que de gens qui sont nécessairement dans des partis. Je parle de gens qui sont en fait des experts que l'on écoute. Je vais citer un nom au hasard, mais je pourrais en citer plein. Chacun en aurait des noms à proposer. Jacques Sapir, il est indépendant de toute chapelle politique. Ouais. Il n'est pas dans un parti politique. Mais c'est un économiste brillant qui peut nous aider à sortir de l'Union européenne et l'euro. Et qui peut rétablir, gérer un problème d'endettement public monstrueux qu'il va falloir juguler une bonne fois pour toutes. Il peut apurer la dette. Il faut vraiment sortir de l'euro. Ah oui, je pense que c'est une nécessité. D'abord, en fait, c'est une question de souveraineté. Ouais. La démocratie est quand même... elle ne peut se faire qu'avec la souveraineté. Si on n'a pas de souveraineté, on n'a pas de démocratie. C'est vraiment un cercle vertueux. Donc, on doit avoir le contrôle sur notre monnaie, sur notre politique monétaire. Et je pense même qu'on devrait fondamentalement élire un gouverneur de la Banque de France. Que en fait, la personne qui gère la monnaie en France soit vraiment mandatée par le peuple, d'une façon ou d'une autre. Donc ça, pour moi, c'est une nécessité. Ça se discute même plus, parce que si les Français ne comprennent pas que l'Union européenne n'est pas qu'un ensemble de tecles qui sont qui nous pourrissent sur le plan économique, mais carrément un projet de démolition des nations, de démolition de la France, pour constituer un État qui s'appellerait les États-Unis d'Europe ou quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, là, c'est quasiment une histoire existentielle. Soit on veut rester des Français, avoir un pays, une nation et avoir le contrôle dessus, soit on laisse des banquiers, des multinationales et des intérêts étrangers prendre le contrôle de notre pays, le dépecer totalement, le détruire. C'est un peu déjà le cas avec l'ingérence étrangère et même les cabinets de conseil. Exactement, c'est déjà le cas, mais la France existe toujours pour le moment. Mais un jour, sous l'autel de l'Union européenne, ils diront la France n'existe plus. Vous êtes désormais des européistes. Donc c'est ça en fait, c'est un problème existentiel, la souveraineté. Voilà, Merci Sylvain. Je te remercie aussi et puis je te dis à bientôt. Bien sûr. Allez, Pas de problème. à Merci. plus. Hein.